Chère conscience, bonjour. En mai 2022, après avoir ignoré le sujet pendant des années, le Pentagone affirmait que les observations d'OVNI étaient en forte augmentation. C'est très précisément lors du comité C3 qu'ont été auditionnés le sous-secrétaire à la Défense pour le renseignement et la sécurité Ronald Moultrie et le directeur adjoint du renseignement naval Scott Bray qui ont confirmé ces dires. Depuis plusieurs années, plusieurs décennies, partout dans le monde, il y a de plus en plus de témoins de ces phénomènes. Mais qui dit augmentation des apparitions dit renforcement des précautions à prendre, surtout celles qui permettent d'identifier leur nature. Que vous soyez civil ou militaire, il vous faut faire un travail de défrichage sérieux avant de parler de technologie exogène. Bon, à part si effectivement, vous voyez un ovni directement sous vos yeux avec un petit gris qui vous fait le signe Peace and Love. Là, vous pourrez être sûr. Bref. Vous l'aurez compris, cette série de vidéos s'adresse aux néophytes comme aux experts de l'observation du ciel et a pour objectif d'apporter un peu de rigueur dans votre démarche avant de sauter sur le GEPAN qui ne recense à ce jour, depuis sa création, que 3,3% de phénomènes réellement non identifiés. Mais quelle serait la première étape quand on parle de rigueur dans la recherche d'OVNI ? Premièrement, je pense qu'il s'agirait d'arborer une démarche analytique en tentant d'associer l'observation à des phénomènes connus. Éviter les amalgames en prenant connaissance de toutes les possibilités identifiées terriennes. Et puis, créer une méthodologie. La problématique, c'est que ces possibilités sont nombreuses. Mais c'est tout l'objectif de cette série. Vous acculturez à tous les événements identifiés d'origine terrestre, souvent méconnus et amalgamés avec des apparitions mystérieuses. Et pour pas que ce soit trop lourd, j'ai séparé cette série de vidéos en trois. Les artefacts photographiques, les phénomènes naturels et les phénomènes artificiels. Pour cela, j'ai utilisé les sites du GEPAN et de Méprise du ciel. Je vous fournirai à la fin de cette série d'épisodes un document que vous pourrez utiliser pour vos recherches, qui vous permettra de faire vos analyses rapidement sous forme de cases à cocher et tout un tas de trucs sympas, comme des liens vers des logiciels de tracking par exemple. Bon, amorçons le sujet avec les artefacts photographiques. Commençons avec les artefacts numériques. En photographie, un artefact numérique est un élément artificiel indésirable ou défectueux qui est présent sur une image. Ils sont provoqués par différents réglages altérant la prise ou le rendu de celle-ci. Certains sont provoqués par la compression, qui a pour fonction de réduire la redondance des données du fichier, entraînant donc une perte de données, ce qui peut donner vie, s'il y a une forte compression, à des artefacts. En voici quelques exemples. Ils peuvent aussi être provoqués par saturation des capteurs photographiques. Sans rentrer trop dans les détails, il s'agit d'une anomalie créée lors de la conversion du rayonnement électromagnétique de la lumière en signal électrique analogique, qui est lui-même ensuite amplifié pour donner lieu à une image numérique. Cependant, si les capteurs capturent une source de lumière très forte, voilà ce qui arrive. Vous pouvez également rajouter à votre liste les pixels morts, qui sont identifiables comme des carrés blancs sur une photo. Ce sont simplement des pixels qui ont sauté lors de la prise. Il y a également les pixels chauds, qui eux sont identifiables par leur couleur et leur répartition sur une image, car elle s'éparpille partout sur la photo et va du rouge au rosé. Et je parle pas d'alcool. Ensuite, il y a le facteur de flair, que vous connaissez bien car on a tous pris une photo d'un coucher de soleil et on a vu le résultat si on ne réglait pas bien l'appareil. Le facteur de flair est une aberration optique due à une diffusion parasite de la lumière à l'intérieur d'un objectif. Cette diffusion entraîne une baisse générale du contraste de l'image obtenue et donne des résultats comme celui-ci. Nous pouvons aussi rajouter les flous. Il y a plusieurs types de flous, donc là il y en a trois. Le flou cinétique, ou flou de mouvement, qui désigne un flou visible sur une photographie ou dans une animation dû au mouvement rapide du sujet photographié. Il se distingue du flou de bouger, qui est lui dû à l'instabilité de l'appareil photo pendant la prise de vue, ainsi que du bokeh, qui désigne le flou d'arrière-plan utilisé sur les portraits par exemple. Il est appelé bokeh car c'est un mot japonais qui signifie flou. Sur les lentilles de votre appareil photo, vous pouvez contrôler la quantité de lumière qui va passer au capteur, ou sur le film sur un appareil photo analogique, avec le diaphragme. Nous pouvons aussi lister les gouttes d'eau sur l'objectif, qui peuvent donner lieu à des anomalies au niveau de la photographie, et faire croire à certaines personnes qu'ils ont photographié quelque chose de mystique.
Il y a également tout ce qui est catégorisé en photographie dans ce qui est appelé orbe, donc poussière, pollen et particules. Ce sont toutes les taches blanches ou blanchâtres, souvent transparentes, d'une taille variable et souvent de forme circulaire, qui apparaissent sur les photos dues à la réflexion des rayons du flash sur une particule, que ce soit une poussière, une gouttelette ou du pollen comme je l'ai dit. Il y a aussi les reflets. Ils sont très souvent amalgamés avec des objets lumineux, car les reflets, même s'ils sont connus de tous, sont très souvent confondus avec autre chose, car ils peuvent parfois être captés sous des angles où nous ne voyons pas directement la source de lumière qui est reflétée. Et enfin, la vitesse d'obturation pour les vidéos peut être un point bloquant ou un point créant des artefacts photographiques. Nous avons fait le tour de la liste des artefacts photographiques pouvant être amalgamés avec des apparitions mystérieuses, mais il y a un autre sujet que nous devons aborder. Comment l'œil perçoit la réalité ? Pour cela, nous allons couvrir rapidement, grâce aux informations du GEPAN, les sujets suivants. La perception du mouvement d'un point lumineux dans le ciel, la capacité de perception, l'estimation de la luminosité, et enfin la taille et la distance. La perception du mouvement d'un point lumineux dans le ciel. Texte issu du livre de Daniel Mavrakis, Les ovnis, aspects psychiatriques, médico-psychologiques, sociologiques, paru en 2010 dans les éditions universitaires européennes. Le phénomène dit d'autokinésie fait apparaître mobile un phénomène lumineux fixe placé dans un milieu pauvre en points de référence, tel un ciel nocturne sombre sans la lune. C'est ainsi que des planètes comme Jupiter ou Vénus ou des étoiles brillantes peuvent sembler se déplacer aux yeux d'un observateur. Bien que plus rare, le phénomène inverse, autostase, peut aussi se produire. Lors d'une observation d'un avion pris pour un ovni, certains témoins le décrivent immobile alors qu'il se déplace. D'autres personnes l'observant d'un point de vue proche ne font pas cette erreur. C'est ce phénomène qui explique que des observateurs de satellites artificiels, qui se déplacent régulièrement et en ligne droite, croient parfois les voir faire des arrêts ou des changements de direction le long de leur trajectoire. Là encore, ce phénomène se produit lors de l'observation d'un point lumineux dans un milieu sombre sans point de repère. L'autokinésie comme l'autostase sont dus à des mouvements irréguliers des globes oculaires. C'est très intéressant puisque lors d'un CE5 pratiqué avec Borvo et Fundex dans le Discord, pour ceux qui le connaissent, de Borvo, puisque nous avons vécu ce phénomène d'autostase en regardant un satellite artificiel. Mais nous sommes restés très lucides en comprenant que c'en était un. L'altération des capacités de la perception humaine. Nos capacités de perception peuvent être affectées par l'une des causes suivantes. Un défaut de vision non corrigé, les lunettes inadaptées ou absentes, une confusion de couleurs s'il y a daltonisme, un aveuglement par une forte source lumineuse provoquant éventuellement un phénomène de persistance rétinienne, une tache ou des éclairs lumineux temporaires, appelés phosphènes, pouvant être la conséquence de migraines ophtalmiques. De nombreux médicaments peuvent dans certains cas perturber les sens, certains antihistaminiques, anticonvulsants, antidépresseurs, certains tranquillisants, stéroïdes, analgésiques, antihypertenseurs, les antiparkinsoniens et même certains antibiotiques ou médicaments cardiovasculaires peuvent provoquer des hallucinations. L'alcool, plus de 3 verres moins de 2 heures avant l'observation, les stupéfiants et les hallucinogènes, et certaines pathologies psychiatriques. Ici, le GEPAN conseille que si vous êtes l'unique témoin d'une observation et que vous avez un doute de l'effet sur vous-même de l'un de ces éléments que j'ai cités plus haut, il est pertinent d'en parler à votre médecin et ou de leur signaler. L'estimation de la luminosité d'un point dans le ciel. Les phénomènes lumineux peuvent être catégorisés en comparant leur luminosité avec des phénomènes connus. Le terme magnitude est employé pour définir la luminosité d'un astre par exemple, c'est son unité de mesure. Ainsi, les étoiles les moins brillantes que l'on peut distinguer sous un bon ciel clair à la campagne sont de magnitude apparente de 4 environ. Plus la magnitude apparente est négative, plus la luminosité est importante. Ainsi, les étoiles de la Grande Ourse sont de magnitude apparente de 1 environ. Sirius, l'étoile la plus lumineuse visible à l'œil nu, est de magnitude apparente de moins 1,46, et la planète Vénus, souvent appelée étoile du Berger, est de magnitude moins 4. Alors ne confondez pas ces étoiles avec des ovnis. C'est arrivé très souvent que le GEPAN soit contacté et reçoive des témoignages juste pour ça. Et enfin, la dernière notion qui est la taille et la distance d'un phénomène inconnu. Comment l'estimer ? Au-delà de 10 mètres, les yeux et le cerveau sont incapables d'estimer la distance d'un phénomène inconnu. En effet, au-delà de cette distance, c'est le cerveau seul qui estime la distance en fonction de la taille connue à l'avance de l'objet observé.
Par exemple, si on voit un humain de loin comme on connaît approximativement la taille, le cerveau peut en déduire sa distance. Ce même processus est impossible pour un objet inconnu ou pour un point lumineux. En exemple, la planète Vénus proche de l'horizon, la station spatiale internationale ISS et un avion vu à 10 km juste avant son atterrissage ont strictement le même aspect. De même pour une lanterne volante, un avion, un satellite en orbite basse peuvent sembler se déplacer à la même vitesse, alors qu'il ne s'agit que de la même vitesse angulaire. Donc si on se trompe sur la distance de l'objet, on se trompe également sur l'estimation de sa vitesse réelle. C'est la fin de cette première vidéo qui a pour objectif de vous faire connaître l'ensemble des phénomènes pouvant être amalgamés avec une apparition mystérieuse d'OVNI ou autre. J'espère que vous aurez appris des choses et que si vous regardez le ciel après celle-ci, vous pourrez déjà remettre en question vos observations. Je vais essayer de garder un rythme régulier pour la sortie de ces 3 vidéos afin qu'il n'y ait pas trop d'espace entre chacune d'elles et que vous puissiez obtenir le document assez rapidement. Je vous laisse à vos observations et à bientôt.